Alors, je vais revenir dans cette vidéo, enfin plutôt je vais expliquer dans cette vidéo le chemin que suit votre manuscrit lorsque vous l'envoyez à un éditeur ou à une maison d'édition. Parce que j'ai l'impression quand même que c'est une zone plutôt inconnue, où vous fantasmez beaucoup de choses, et je crois qu'il est temps de remettre l'église au cœur du village. Déjà, je tiens à dire que ce que je vais dire concerne essentiellement ce qu'on appelle les grosses maisons, ce qui ne veut pas dire que les petites maisons ne sont pas intéressantes, au contraire, mais c'est juste que le système est généralement différent et que les petites maisons n'ont pas forcément un service des manuscrits et un comité de lecture bien rodé. Donc je vais expliquer cela. Lorsque vous avez fini votre manuscrit, et je ne vais pas revenir sur l'importance de ne pas l'envoyer après le premier jet, de faire une note de lecture, etc., etc., lorsque vous avez un vrai manuscrit abouti, vous avez envie de l'envoyer et c'est bien normal. Donc soit vous l'envoyez au service des manuscrits d'une maison d'édition, soit vous l'envoyez à un éditeur directement. Je vais commencer par la version éditeur directement. Parfois vous vous dites oui, si je l'envoie au service des manuscrits, il va se perdre dans la masse et donc je préfère l'envoyer à un éditeur d'une maison. Est-ce que c'est une bonne idée? Je n'en suis pas convaincue, bien que parfois ça puisse passer. Pourquoi? Déjà, s'il y a un service des manuscrits dans une maison d'édition, c'est qu'il sert à quelque chose. Sinon, l'économie de marché aurait été de telle sorte qu'on aurait supprimé le service des manuscrits s'il était inutile pour le remplacer uniquement par des lecteurs indépendants. Donc s'il existe encore des services de manuscrits, c'est qu'ils ne sont pas inutiles et que les maisons y tiennent. Donc quelque part, quand vous l'envoyez directement à l'éditeur que vous ne connaissez pas, dont vous avez trouvé l'email, vous envoyez le message subliminal que le service des manuscrits est pourri et qu'il ne saurait pas reconnaître dans un lot de manuscrits votre bon texte. Donc c'est pas forcément un bon signal envoyé. D'autre part, si vous ne connaissez pas l'éditeur, vous lui envoyez un email, et pourquoi? Enfin, en lui disant bonjour, je sais que vous travaillez dans telle maison, voici mon manuscrit. Que va faire l'éditeur? S'il est charmant et bien élevé, il va vous répondre merci, j'en prends bonne note. Déjà, s'il vous répond, c'est beaucoup, franchement. Mais en vrai, il va le transférer au service des manuscrits. Donc vous allez revenir à la case départ et vous recevrez probablement une réponse. En général, ça arrive malheureusement négative de la part du service des manuscrits, pas forcément de l'éditeur à qui vous l'avez envoyé. Ou alors vous l'envoyez à un éditeur parce que vous avez un ami écrivain qui passe par cet éditeur et qui vous dit ben oui, tu peux lui envoyer le manuscrit, voici mon email. Alors là, ça peut sonner pour l'éditeur, pas forcément, mais ça peut sonner comme un passe-droit, c'est-à-dire j'ai eu ce mail par X machin, et donc comme je viens de la part de X machin, et ben merci de lire mon manuscrit en priorité parce que c'est mon manuscrit. Bon, alors pour l'éditeur, ça peut sonner comme une sorte d'entre-soi. Ça ne marche pas forcément bien, il va accuser réception peut-être de votre mail, mais il risque quand même de le transférer au service des manuscrits. Moi j'ai envie de vous dire que si vous avez un ami écrivain qui publie dans telle maison et qui a tel éditeur, si votre ami trouve que votre manuscrit est bon, c'est lui qui doit en parler à l'éditeur. S'il ne vous le propose pas, c'est qu'il n'est peut-être pas si convaincu que ça que votre manuscrit est bon, et donc il vous dit contacte-le de ton côté. Quelque part, votre ami se mouille pas. Moi, je trouve que c'est déjà un signe à prendre en considération cela. Donc tout ça pour dire que envoyer votre manuscrit à un éditeur directement, un éditeur que vous ne connaissez pas, qui n'est pas un copain, n'est pas forcément la meilleure façon de faire. Vraiment. Et puis, il y a beaucoup d'auteurs qui ont été détectés par les services des manuscrits. Je veux dire, Marie Darrieussecq, par exemple, c'est un bon exemple d'une femme qui a écrit au service des manuscrits. Et il y en a plein. Vous tapez sur Google auteur découvert service des manuscrits, vous allez avoir des listes longues comme le bras. Donc, le service des manuscrits est utile. Donc, quand vous envoyez votre manuscrit, voilà la vie que va vivre votre manuscrit. Il arrive au service des manuscrits. La personne qui fait le tri, alors ça dépend de la taille des maisons, mais je dirais que dans certaines maisons, il peut y avoir jusqu'à, c'est beaucoup, mais ça peut arriver, 30 manuscrits par jour. 30 manuscrits par jour. Donc autant vous dire que les places sont rares et chères. Donc la personne qui va réceptionner votre manuscrit va l'enregistrer, bien sûr. Elle va feuilleter la première page, éventuellement la deuxième si la première est correcte, peut-être un peu au milieu, un peu vers la fin. Et déjà, premier tri, elle jette ou elle jette pas. Voilà, c'est sûr, pas plus. Ne demandez pas à un lecteur de continuer à lire après la deuxième page si déjà il s'embête. Vous ne le faites souvent pas vous-même. Donc c'est pareil, les gens ont ce rapport à la lecture. S'ils trouvent que c'est mal écrit, que l'incipit est nul et que ça commence pas déjà au bout de 2 pages et qu'on perçoit rien, que quand on ouvre au milieu on perçoit rien et que quand on lit la fin ça a l'air naze, pardon mais je caricature, votre manuscrit il ira pas plus loin, c'est fini, il est aux oubliettes.
Ensuite, il y a un autre tas de manuscrits à peu près corrects, où là, le service des manuscrits va commencer à creuser. Selon le temps dont dispose le service des manuscrits, les ressources humaines et le nombre de manuscrits arrivés, parce que par exemple une année de coronavirus représente beaucoup plus de manuscrits qu'une année dite traditionnelle, donc parfois les services sont surchargés. S'ils les trouvent corrects, ils vont donner la lecture d'un manuscrit qui a l'air a priori pas trop mal à un lecteur indépendant. Et donc là, je le sais, je l'ai souvent fait en tant que lectrice indépendante il y a un certain nombre d'années pour des grandes maisons. On reçoit des manuscrits, on est payé une misère et on doit émettre un avis qui est une forme de go-no-go, de oui c'est éditable, il faut un peu retravailler ou non, laisser tomber. Et on estime un peu la charge de travail. Une note de lecture faite par des lecteurs indépendants, c'est très court, c'est pas du tout un dossier de 15 ou 20 pages comme quand vous commandez une note de lecture par un professionnel. C'est en gros max une page recto verso avec un résumé de l'histoire, un avis très synthétique et un avis positif, négatif ou à retravailler. Les lecteurs indépendants lisent votre manuscrit. Alors selon le sérieux des lecteurs, il y a des lecteurs qui le lisent de A à Z. S'il fait 400 pages, il y a des lecteurs qui vont lire en diagonale. Il y en a qui vont lire un peu le début, un peu la fin, histoire d'avoir une idée de l'histoire s'ils ne sont pas embarqués, etc. Mais bon, enfin, chacun le fait à sa façon. Là, je ne peux pas vous dire. Moi, je sais que je lisais tous les manuscrits, même quand ils faisaient parfois 790 pages. En me disant mais pourquoi j'accepte de faire ça pour une misère. Non mais vraiment, mais voilà, en tout cas on les lit, on donne un avis et c'est cet avis là, j'ai envie de dire, qui fait un peu la loi, hein. Quand on dit avis négatif, c'est fini pour le manuscrit. Mais admettons que le lecteur indépendant dise ok, ben avis positif, là le manuscrit est transmis à un éditeur de la maison qui le lit et qui lui voit si ça peut aller. Alors évidemment, normalement, on est déjà dans une phase où ça va avec la ligne éditoriale, mais si ça peut aller avec sa collection, avec ce qu'il a de prévu, avec son calendrier, enfin bon bref, à lui de faire sa cuisine. Et si l'éditeur trouve le manuscrit aussi bien, il le soumet au comité de lecture de la maison, où là, ça peut être soit à l'unanimité, soit à la majorité, ça dépend. Et on discute du manuscrit, aussi bien dans les qualités du manuscrit et de l'écriture que de l'écrivain. En gros, est-ce qu'il peut vendre, est-ce qu'il est bankable, est-ce qu'il a l'air sympa, que du calendrier de publication, est-ce que ça peut s'insérer à telle période, etc., du budget, etc. Bon. Voilà, en gros, la route que va suivre votre manuscrit. C'est très important que vous sachiez ça parce qu'il y a plusieurs personnes qui vont passer et il y a à peu près 3 à 4 sessions où votre manuscrit peut être éjecté du lot. C'est pour ça que je vous dis souvent, si vous avez quelques doutes sur les passages de votre manuscrit, si vous trouvez que ce passage-là, bon, c'est vrai, il n'est pas parfait, mais enfin quand même, ça va, on comprend l'idée, laissez tomber, il ne sera pas pris en fait. Votre manuscrit, il ne sera pas pris. On ne va pas vous prendre parce que vous avez l'air sympa ou qu'il y avait, oui, 30 pages bien, mais après que c'était beaucoup moins bien. On va vous prendre parce que c'est archi prometteur, parce que dans un lot de, on va dire, 100 manuscrits, le vôtre se détache réellement. Donc il faut vraiment, vraiment réussir votre envoi. Voilà ce que je voulais vous dire, voilà la vie que va connaître votre manuscrit. Rappelez-vous quand même que les maisons sont surchargées, vraiment ça c'est très important de manuscrits. Que donc vous devez, déjà pour les décharger, envoyer des manuscrits que vous trouvez vraiment aboutis et pas complètement aboutis, ça n'a pas de sens, vous allez vous griller et vous allez leur faire perdre votre temps. Que les lecteurs indépendants font souvent la loi. Et je tiens à dire, quand j'étais lectrice, que je recevais des manuscrits à lire aussi issus d'auteurs qui avaient des agents et des auteurs qui avaient déjà publié. Et que parfois les éditeurs, trop chargés, même quand ils suivent leurs propres auteurs, demandent déjà un avis à des lecteurs indépendants. Donc, soyez très précautionneux, hein. C'est pas forcément l'éditeur qui va lire votre manuscrit en premier, ça peut être un lecteur indépendant, et le lecteur indépendant, quand il est payé une misère, je peux vous dire qu'il va pas faire du sentimentalisme avec votre manuscrit. Si ça l'embête, c'est fini. C'est fini. Et vraiment, je ne rigole pas, il n'y a pas de second espoir. Donc voilà, peaufinez votre manuscrit à fond, il faut qu'il soit béton, mais vraiment béton. S'il y a un point à retravailler, ça ne doit pas être un point, j'allais dire, de sensibilité. Ça doit être un point un peu technique, d'écriture ou de choses comme ça. Mais il faut que l'histoire roule, que votre manuscrit ait une âme, une singularité, une musique, une intrigue évidemment, un personnage qui tient la route, etc., etc. Voilà la vie que va connaître votre manuscrit, voilà pourquoi ça doit être un manuscrit béton. Rappelez-vous que lorsque vous envoyez votre manuscrit, c'est une audition
Vous ne pouvez pas venir à moitié préparé à une audition, vous devez venir à fond, le meilleur. Et bien là, c'est pareil, vous devez être au top quand vous envoyez votre manuscrit. Ça doit être la dernière des dernières versions. Vous avez passé beaucoup de temps, vous l'avez fait relire, vous avez demandé des avis de professionnels, on vous a dit franchement c'est bon, ça mérite d'être édité, c'est que ça mérite d'être édité et que vous allez finir par trouver. Voilà, à la semaine prochaine.